Bonjour à tous, ravi d'être là. J'espère que vous êtes en forme. Je suis très content aujourd'hui d'être avec Guillaume Brejras, un intervenant un peu différent de ceux que j'interviewe d'habitude, étant donné que j'interviewe plutôt d'habitude des business angels, des investisseurs, des entrepreneurs. Mais donc voilà, Guillaume est, donc je regardais ton titre exact, c'est chef de service chargé des startups chez Les Échos. Donc C'est Guillaume est ça. journaliste depuis un moment, spécialiste des startups et de la French Tech. Et moi, je trouvais ça vachement intéressant de faire intervenir Guillaume pour avoir sa vision des choses, en fait, sa vision de la French Tech, qui est un phénomène quand même très médiatique, pas que médiatique, mais aussi médiatique, qui fait rêver beaucoup de gens, qui inspire beaucoup de gens, qui véhicule aussi beaucoup de mythes, de fantasmes, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis d'un journaliste qui est vraiment au cœur du réacteur, qui lui-même participe à écrire l'actualité aussi. Et puis, accessoirement, c'est rare en fait d'avoir un journaliste qui décrit comment ça se passe en interne, ses méthodes de travail, comment se définit une ligne éditoriale, notamment pour un thème aussi nouveau et aussi porteur que l'écosystème startup. Donc voilà, Guillaume, ravi de t'avoir. Je te propose donc qu'on échange pendant une quarantaine de minutes. Dans le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur Zoom, il y a un onglet questions-réponses, on les prendra au fil de l'eau. Et donc, on enregistre également donc cet échange qui sera rediffusé ensuite. Guillaume, donc bonjour. Je te propose de te présenter rapidement et de présenter ton parcours, et puis on commence comme ça. Ça roule. Merci Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis ravi de me retrouver de l'autre côté du miroir pour une fois. C'est vrai que c'est pas un exercice hyper simple pour moi, donc je compatis d'autant plus à ceux que je passe sur le grill tous les jours. Écoutez, moi je suis journaliste aux Échos depuis maintenant 7 ans. Voilà, j'ai toujours eu un parcours de journaliste en diverses rédactions. La petite anecdote qui peut être rigolote, c'est que j'ai commencé par créer ma boîte en fait à la sortie de l'école. On avait cofondé un média gratuit dédié au jazz qui était Print. C'était la fin des années 90, donc là on parle du siècle dernier. Et il y avait une petite version online qu'on démarrait. Et en fait, on a dû faire à peu près toutes les erreurs que je décris aujourd'hui quand il y en a. Ah, c'était un journal papier gratuit. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, Ah ouais, c'était ambitieux, ouais. vous devez vivre sur la pub. Il y avait, je crois, Métro à l'époque ou 20 minutes qui avait, voilà, qui existait, mais c'était des balbutiements du modèle économique gratuit financé par la pub. Et puis au-delà de ça, en termes on a fait toutes les erreurs, quoi. On était trop nombreux, on était potes. Voilà, on a coché toutes les mauvaises cases, quoi. Donc, ça n'a D'accord. pas duré très longtemps, mais c'est marrant ouais, plus de 20 ans après de se retrouver à suivre les entrepreneurs. Ouais, c'est marrant. Ok, et donc tu as commencé, après cette aventure entrepreneuriale, tu as commencé aux Échos tout de suite après? Non, 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 j'ai eu une longue période de pigisme. Le métier de journaliste est un métier quand même rude pour trouver sa place. Et moi, j'avais envie de toucher un peu à tout. Donc, j'ai bossé pour pas mal de titres très différents, beaucoup dans la presse musicale, puisque c'était un peu ma spécialité à l'époque. Et puis, j'ai bossé dans des hebdos. Il y avait BSD à l'époque, qui était un magazine de gros reportage avec pas mal de moyens. Alors, ça paraît tellement loin et fou quand on regarde BSD, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, on pouvait partir à l'autre bout du monde pendant une semaine, faire voilà, dans de bonnes conditions pour faire des reportages. Et voilà, c'était un peu le genre de boulot que je faisais. Et puis, comme c'était un peu précaire financièrement, bah, je travaillais à côté, voilà, des petits boulots pour assurer la survie du quotidien, quoi. D'accord. Et alors, quand tu arrives aux Échos, c'est pour faire quoi? C'est déjà pour bosser sur le sujet startup et économie numérique ou pas du tout? Non, alors c'est très marrant parce que là, je suis arrivé aux Échos pour m'occuper des marchés publics. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire plus différent ou plus opposé aux startups que la dynamique des marchés publics. C'est lent, c'est procédurier et c'est très politique. Donc, en fait, les Échos lançaient un cahier hebdomadaire consacré à la commande publique qui représente Mhm. quand même 400 milliards chaque année. Donc, ce n'est pas une petite chose en France. Et donc voilà, j'ai recruté pour lancer cet hebdomadaire. Et puis au bout de 2 ans, quand il était voilà, sur le bon rail, il y a eu le projet de couvrir davantage les startups avec un écosystème. Parce que nous, on avait un problème aux échos, c'est qu'on avait du mal à parler des boîtes avant qu'elles atteignent un certain seuil. Et on voyait bien que voilà, il y avait une ébullition de partout et qu'il fallait qu'on soit plutôt en amont dans la chaîne. Et donc, la rédaction en chef a décidé de lancer
une rubrique quotidienne. Voilà, ce qui a été un vrai pari, mais bon, j'espère qu'il est gagnant. En tout cas, ça nous permet de parler de nombreuses boîtes et de suivre le phénomène de French Tech là maintenant depuis 5 ans. Donc, Ah ok, et donc dès le début, quand vous avez eu l'idée en interne de lancer cette rubrique startup, c'était d'en faire une quotidienne. Donc ouais, tout de suite, ça a été. Après, c'est un projet qui était dans les tiroirs depuis quelques années. C'était vraiment le directeur de la rédaction, Nicolas Barré, le rédacteur en chef, David Barou, qui portait ça. Voilà, il sentait bien qu'il y avait ce phénomène qui arrivait. Et en même temps, faut insérer dans une grosse machine qui est les échos, il faut insérer voilà, une nouvelle dynamique, une nouvelle rubrique. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et puis au moment où ça a été possible, voilà, ils se sont dit c'est de cette manière-là qu'il faut le faire, sinon ça sert à rien. d'accord. Et alors là, et donc toi, tu étais ravi de passer du monde des mastodontes de l'économie à celui des petits poussets? Ouais, exactement. C'est tellement, c'est complètement différent. Voilà, c'est complètement différent. On va dire ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'époque où je suivais donc les marchés publics, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. C'est lui qui était en charge de la transcription en droit français de la directive européenne sur les marchés publics. Donc, on a eu l'occasion d'échanger à ce moment-là sur le sujet. Et du coup, lui, Startup Nation, voilà, devient président à quand la présidentielle, etc. Il y avait une espèce de fil conducteur assez logique entre les deux univers. Et donc, ça m'a paru hyper stimulant de suivre ça. Donc, voilà, depuis, on est à fond sur le sujet et c'est vrai D'accord. qu'on n'en manque pas. Et donc aujourd'hui, donc vous avez 2 pages quotidiennes dans les Échos. Une page. Une page, Ouais, c'est quoi? La bande arc-en-ciel, c'est ça? C'est ouais, bleu ciel. ouais, Bleu la ciel, bande la bleu bande. ciel. Il y a une volonté de le marquer un petit peu au début pour voilà, justement le montrer au sein du journal, pour habituer aussi le lecteur. C'est la seule rubrique qui est transversale. Aux Échos, on est organisé de manière sectorielle. Donc, vous avez les transports, l'énergie, la tech pour les grands, il y a les médias, enfin voilà, il y a tout un tas de rubriques. Et quand on parle des startups, finalement, on parle d'entreprises qui sont sur des secteurs très différents. Donc voilà, il fallait montrer un peu qu'il y avait marqué une différence. Ouais, ben justement, c'est intéressant parce que c'est une différence, mais c'est aussi du coup une spécificité éditoriale, j'imagine, parce qu'en fait, tu as plein de sujets différents à traiter. Il faut essayer de trouver une ligne directrice qui relie tous ces sujets qui sont hyper variés. Donc, et ça, on va en parler un peu parce que c'est aussi un des sujets tu vois, de l'explosion médiatique de la French Tech, c'est comment ça a été mis en avant et de quoi on parlait quand on parlait de la French Tech dans les médias, en fait. Et là, juste dernière question, vous êtes combien de journalistes à bosser sur la rubrique Startup? Alors, on est deux journalistes affiliés directement à la rubrique, mais la particularité, c'est qu'en fait, on s'appuie sur l'ensemble des journalistes de rédaction D'accord. qui sont, eux, spécialisés dans leur propre secteur. Donc là, aujourd'hui, par exemple, il y avait un papier qui a été fait par Philippe Bertrand, qui est le journaliste qui suit l'e-commerce. Et donc voilà, c'est quand on peut, parce que tout le monde est très chargé en termes de travail. Donc, dès que les rubricards, comme on les appelle, peuvent faire le papier, on préfère que ce soit eux. Ils ont plus de réflexes sur le secteur. Ah ouais. Et voilà, là, c'était Branded qui levait 150 millions. On s'est dit, c'est mieux si c'est lui qui le fait. D'ailleurs, c'est lui qui nous l'a proposé. Et c'est toujours mieux que ce soit celui qui connaît ou celle qui connaît le secteur qui s'en prenne. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bah alors écoute, rentrons un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous définir la French Tech, vu que je ne sais pas si c'est les Échos qui a inventé le terme French Tech ou si c'est le gouvernement, c'était sous Hollande, je pense que c'est apparu. Mais vas-y, définis-nous la French Tech. La French Tech, non, non, surtout pas. Nous, on n'a pas du tout inventé ce mot-là. Ça remonte à l'époque de Fleur Pellerin, quand elle était effectivement Ouais, voilà. au gouvernement sous Hollande. Et la petite histoire, mais un jour, je la raconterai si personne ne la raconte avant moi. Mais il y avait des réunions secrètes qui se tenaient à une dizaine, quinzaine de personnes à Paris, et dont évidemment Fleur Pellerin prenait part. Mais il y en avait d'autres. Et il sentait bien qu'il y avait voilà, l'écosystème était en train de maturer et qu'il fallait le porter un peu plus fortement. Et donc, il y en avait certains qui avaient été en Israël en voyage d'études pour voir un peu comment ils avaient organisé cet écosystème, comment ils l'avaient monté, etc. Et ils se sont dit, faut qu'on lui trouve un nom. Et donc, il y avait plusieurs noms qui avaient été émis. Et c'est finalement le French Tech avec sa petite bouille toute rouge
voilà, qui a pris le devant. Donc ça, c'est un peu comment le terme French Tech est né. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un peu un emballement médiatique qui avait beaucoup été porté au début par le CES à Las Vegas, étant donné qu'il y a voilà, quelques gros poissons politiques qui s'y sont rendus et que ça a attiré pas mal de médias, toujours en quête d'innovation, de choses un peu flashy. Et voilà, c'est comme ça que le phénomène a pris. D'accord. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu mets sous le titre French Tech? Alors French Tech, nous, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent on nous dit mais si, je suis une startup, je suis une startup. Alors, c'est vrai que c'est pas encore rentré dans le dictionnaire, mais nous, ce qu'on met derrière le mot startup, c'est finalement une entreprise technologique et qui a vocation à croître de manière très rapide. Voilà. Donc, et qui est jeune, entre guillemets. Donc, une boîte qui a 25 ans et qui a une croissance normale pendant 10 ans, bon, bah, voilà, on ne considère pas que ce soit une startup. Le modèle de la startup, c'est vraiment cette hyper-croissance, ce blitzscale, comme le définissent certains aux États-Unis. Euh, voilà, c'est vraiment ça qui le définit. Ok. Donc en gros, pour résumer, écosystème startup et French Tech, c'est globalement synonyme, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on derrière French Tech, maintenant, on commence à y mettre la transformation digitale des grands groupes. Donc, c'est vrai que l'enjeu tech a largement dépassé le cadre des startups. Et ça, c'est vraiment une transformation de l'économie très, très importante. Là, on a vu hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, Oversea, qui est une toute petite boîte très jeune qui fait de la logistique maritime, qui organise un peu de la logistique maritime. Bon, bah, ils ont eu Bolloré, voilà, qui vient de rentrer au capital de manière assez forte, et qui va déployer la solution partout parce qu'ils étaient face à un problème de transformation numérique. Donc, Ouais, d'accord. voilà, ça touche un peu toute l'économie maintenant. Et alors, quand tu as dit que ça avait beaucoup changé ces dernières années, la French Tech, et au point de vous encourager chez Les Échos à lancer une rubrique quotidienne, c'était comment la French Tech il y a 7 ans, 7 8 ans? Il y a 7 8 ans, la French Tech, c'était 3 personnes, quoi. Vous aviez Pierre Kosciusko-Morizet, vous Jacques-Antoine aviez Granjon? Jacques-Antoine Granjon, Xavier Niel et Marc Simoncini, quoi, pour faire simple. Ouais, Donc, une poignée d'entrepreneurs qui avaient un accès aux médias et que les médias aimaient bien. Et ça se limitait à ça. Alors heureusement, en sous-main, on va dire, et beaucoup moins visible, il y avait quand même déjà pas mal d'acteurs qui émergeaient. Si on remonte encore un petit peu plus en amont, il y a Bernard Liotto dans les années 90 qui avait fait a mené la première IPO d'une boîte tech française au Nasdaq avec Business Object. Donc je pense que lui, on peut le considérer comme un des vrais pères fondateurs de la French Tech. Il y a évidemment toute la team de Criteo. Voilà, ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Talend, là, si on parle vraiment des grosses. Et puis après, il y a eu des phénomènes aussi médiatiques. Céline Lazort avec Litchi, c'en était un. Une des premières femmes, on va dire, à avoir un visage reconnu dans ce milieu, grâce à un outil en plus utilisé par des millions de Français. Donc, c'est ça aussi qui a permis d'accélérer le phénomène, c'est d'avoir des boîtes et des entrepreneurs, entrepreneuses auxquels les gens pouvaient se rattacher. ouais, moi j'aurais cité peut-être aussi le mouvement des pigeons. Je trouve que ça a été aussi vachement marquant. Euh, Tu vois, je trouve que ça a été l'occasion de faire émerger toute cette scène. En gros, on a réalisé qu'il y avait plein d'entrepreneurs qui se démenaient, qui inventaient des trucs et j'ai trouvé que c'était aussi une étape importante. Ok, et alors aujourd'hui, donc, comment tu vois la French Tech? Est-ce que, parce que donc toi, tu es au cœur du réacteur, la French Tech, c'est quelque chose qui fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fait fantasmer beaucoup de gens, qui fait rêver beaucoup d'étudiants. Il y a maintenant toutes les écoles, je pense quasiment sans exception, elles ont leur master entrepreneuriat, leur incubateur de start-up, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 8 ans. Je me souviens, enfin, les incubateurs de toutes les écoles de commerce ont été créés il n'y a pas si longtemps, en fait. Donc,
Donc ça, il y a eu un vrai changement là-dessus. Donc toi, comment tu vois la French Tech? Est-ce que tu penses que c'est un écosystème qui aujourd'hui est mature, c'est-à-dire qui a vocation à perdurer, qui crée des emplois durables, ou est-ce que c'est un feu de paille tu vois, que c'est un peu une hype qui est liée au fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, et qui va peut-être disparaître en fait aussi vite que c'est apparu? Non, là, on a passé ce cap-là. Là, on est vraiment dans un phénomène qui transforme l'économie française. On en parlait, on avait une interview avec Bruno Le Maire et Cédric O là, en début de semaine. Euh, et ils sont très clairs là-dessus et c'est assez évident, mais il y a une telle transformation de l'économie et c'est un tel enjeu pour la transformation de l'économie française qu'on est largement au-delà du phénomène. Voilà, on a tous en tête qu'en 2020, la French Tech a levé plus de 5 milliards. C'est le seul grand pays quasiment au monde qui a réussi à maintenir ses investissements durant une année de pandémie, alors que partout ailleurs, y compris en Allemagne et en Grande-Bretagne, ça a fortement réduit. Donc, on sent bien que voilà, c'est ancré dans l'économie, ça en fait partie, et il y a vraiment, on peut vraiment compter dessus. 95%, je crois, des emplois sont des CDI. L'année dernière, c'est 21 000 emplois créés nets. C'est la moitié des emplois créés nets en France enfin, l'année dernière. Donc, ça y est, on a basculé, quoi. Le numérique, c'est 500 000 emplois en France. On n'est plus dans le petit phénomène sympathique médiatique, on est vraiment dans un grand mouvement de fond. Euh, Après, une fois qu'on a dit ça, il y a la question de pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat et pourquoi on se lance dans cette dynamique. Et là, si je m'appuie sur toutes celles et ceux que j'ai rencontrés, croisés et qui ont vraiment réussi, me disent toutes et tous ils craignent vraiment que ce soit pour de mauvaises raisons. Se lancer dans l'entrepreneuriat pour vendre sa boîte 4-5 ans plus tard, devenir millionnaire et puis arrêter de travailler, c'est pas une bonne raison, quoi. La meilleure preuve, c'est que tous celles et ceux qui ont réussi, encore une fois, à une ou deux exceptions près, c'est des gens qui travaillent énormément, beaucoup plus que des simples salariés, y compris cadres dirigeants. Ils ont des très très fortes responsabilités, ils sont exposés médiatiquement, donc ça peut être très sympathique comme ça parce qu'on voit sa tête dans les magazines et les journaux, mais derrière, il y a de vrais risques aussi, hein, surtout dans un pays où le rapport à l'argent peut être parfois compliqué. Donc voilà, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement, et ça, c'est pas forcément encore assez expliqué aux jeunes, notamment aux plus jeunes, aux étudiants. D'accord. Et alors, tu as parlé c'est marrant parce que quand tu illustres l'importance qu'a prise la French Tech ces derniers temps, tu parles tout de suite des montants levés, qui c'est en effet l'indicateur phare. Alors, bon, je ne sais pas si moi je me pose beaucoup de questions sur cet indicateur, mais je pense que faute de mieux, on peut utiliser celui-ci. Alors, l'indicateur des emplois créés aussi est mine de rien aussi important et je pense plus concret. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème assez fondamental de mettre autant au centre de cet écosystème les montants levés? Et justement, c'est notamment parce que ça doit inciter les entrepreneurs en herbe à se lancer pour des mauvaises raisons. Parce qu'en fait, les mecs se disent, enfin les mecs ou les filles qui créent des boîtes se disent, bah ouais, le plan c'est de faire un proof of concept, de lancer une première version d'un site web, de lever 500 000, d'atteindre 10 000 euros de CA mensuel, de chiffre d'affaires mensuel, puis d'aller lever 1 million, puis, tu vois, donc mine de rien, ça distord quand même vachement l'esprit entrepreneurial finalement. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait vraiment se poser la question de la pertinence de cet indicateur, même si, encore une fois, il faut du pognon, enfin, il faut de l'argent pour développer ces boîtes naissantes, quoi. C'est une question qu'on s'est posée assez vite, nous, aux Échos, et on a décidé de vraiment creuser toutes les autres informations économiques, puisque nous, on a un quotidien économique, euh, en dehors des levées de fonds. Et c'est vrai que même quand on a un papier autour d'une levée, on essaie de vraiment d'angler sur autre chose, sur le modèle économique, sur le recrutement, sur voilà, l'environnement concurrentiel. Ouais, il y a plein de sous-sujets. En revanche, on a pas mal réfléchi à ça, et moi je pense au contraire que ça reste un marqueur important dans la mesure où les métriques économiques sont la plupart du temps confidentielles, puisqu'on est sur du non-coté, et que donc c'est compliqué. Et puis surtout, les chiffres d'affaires sont tellement petits par rapport au reste de l'économie que si on ne prend pas cet angle-là, en fait, ça représente pas grand-chose. Enfin, il faut être clair, hein, et ça représente
pas grand-chose en termes d'emploi. Ça représente, enfin, quand je parle de certaines, on va dire, en dessous d'une série A, ces entreprises, c'est quoi? C'est 2 fondateurs et peut-être 2 stagiaires dans un petit Ouais. bureau avec 1 000 € de revenus mensuels. Oui, donc en gros, C'est tu dis qu'on énorme. on peut pas prendre un indicateur plus fiable que celui-ci à ce stade de développement de la boîte, Non, quoi. et puis il y a aussi le fait que les investisseurs, s'ils font bien leur boulot, le peu de métriques sur lesquelles ils se basent pour investir, plus le savoir qu'ils ont accumulé pendant tant d'années, est déjà un marqueur si c'est pas d'un succès, pas du tout, mais au moins d'une Ouais. trajectoire potentielle. C'est-à-dire qu'ils voient un Ouais. chemin. Donc en gros, les investisseurs te font la due diligence, te prémâchent ta due diligence en fait. Je vais te dire, Ouais, bah, ça se tient, hein. c'est impossible pour moi d'avoir un contact direct avec tous les entrepreneurs. Enfin, Bah ouais. ça serait ingérable. Donc, c'est vrai que je m'appuie sur un réseau d'investisseurs en qui j'ai confiance. Et puis, leur track démontre qu'on peut avoir confiance. Et puis après, nous, on mène notre boulot, tu vois, de journaliste, on creuse, on essaie de comprendre quand on n'est pas sûr d'un point. Et puis voilà. Mais encore une fois, l'objet, c'est pas de. Parce que ça nous a été reproché en interne, aux Échos. Certains journalistes disent, mais vous basez sur une levée de fonds, ça prouve rien. Et puis vous faites un papier sur une boîte, et puis 2 mois après ou 2 ans après, elle meurt, et puis il ne reste plus rien. Je dis, oui, mais c'est le jeu. En fait, ça pose le problème pour moi de la culture startup en France. Il y a un vrai manque de culture encore. Encore une fois, le modèle de startup, c'est vraiment un modèle d'hypercroissance, dopé et financé par de l'argent. C'est de l'argent qui vient du venture. Bon, voilà, il y a 15 ans, c'était un modèle de PME avec des prêts bancaires qui avait une croissance plus lente. C'est juste un modèle différent. Il faut qu'on s'adapte à ça, tout simplement. Ouais, et puis c'est un modèle différent, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça remplace pas le modèle PME, parce qu'il y a Non, encore, c'est sûr. Dieu merci, les PME qui existent, qui se créent, qui se développent, etc. Et là, c'est un truc tout nouveau, en fait. C'est un truc tout nouveau qui est apparu. Et justement, il y a une question de Philippe qui nous demande: lever moins d'1 million d'euros est-il devenu anecdotique? C'est vrai que il y a en plus un autre problème pour vous, journalistes, et qui du coup déteint un peu sur tout l'écosystème French Tech, en fait, c'est que tout le monde gonfle ses chiffres. Toi, tu dois en avoir marre de recevoir des levées de fonds de plus en plus gonflées. Mais c'est vrai que moi, je sais pertinemment que quasiment tous les communiqués de presse qui sont envoyés parlant des levées de fonds sont gonflés, c'est-à-dire que les entrepreneurs additionnent le montant levé en capital, la dette, voire même les subventions, voire même les futures subventions qu'ils prendront dans un an, parce que ça peut toujours faire augmenter un peu la jauge. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Nous, là-dessus, on est bien conscient du phénomène, et en fait, on a des outils pour vérifier. Donc, il y a 2 outils. Il y a le PIF, hein. Ça nous aide quand même pas mal. On a appris au fur et à mesure du temps à détecter plus rapidement quelqu'un qui nous raconte quelque chose qui n'a pas l'air carré. On recoupe, on peut recouper avec d'autres paramètres. Et puis après, on a simplement accès au PV des AG comme Ouais, n'importe ouais. qui. Et Non, mais de toute voilà, façon, donc c'est un travail de fourmi qui est c'est un quasiment travail de fond. infaisable. Donc, c'est sûr, tu es obligé au bout d'un moment de faire confiance, quoi. Mais bon, dans les faits, il y a un effet boule de neige qui s'est mis en place, Ouais. et les montants augmentent. Et du coup, nous, on le constate au quotidien chez Angel Square. On constate que ouais, les entrepreneurs, du coup, tu vois, ils ont des exigences qui augmentent au fur et à mesure que les communiqués de presse gonflent. Et ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. Mais tu parles quoi? Quelle exigence? Sur les montants levés, et sur ce qu'ils pensent ce que vaut leur boîte, tu vois. Ouais. Il y a 7 ans, quand tu as commencé aux Échos, tu vois, il y avait une espèce de norme de marché sur l'investissement en startup qui était à ses débuts, hein, mais qui quand même commençait à être présent. C'était, tu levais 300 000 euros pour 25% de ta boîte, grosso modo, tu vois. Et aujourd'hui, je sais pas, ça a dû quadrupler, ou en tout cas, dans la tête des entrepreneurs, ça a quadruplé, tu vois. Hmm. Et voilà, ça pose plein de questions. Ça pose des questions business, ça pose des questions de gouvernance, des questions d'esprit entrepreneurial. Voilà. Donc, ce que je dis juste, c'est qu'on a constaté que l'esprit des entrepreneurs et leurs exigences dans les fonds qu'ils veulent lever est directement corrélé à ce qui est dit dans les médias et aux chiffres relayés dans les médias. Enfin voilà, donc c'est ça l'effet boule de neige que. Hmm.
que parfois je déplore un petit peu. Mais bon, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a, faute de mieux, on utilise cet indicateur des levées de fonds qui, mine de rien, crée les emplois, structure les boîtes. Donc voilà, c'est très Quelqu'un bien. Mais hier me disait, un VC, un très très bon VC français me disait, l'argent, il ne faut pas oublier que l'argent qu'on met, c'est de l'argent qu'on met au travail. Hein. C'est pas de l'argent. Alors oui, il y a un peu de cash out quand on ouais, pas au début en tout dépasse, cas, mais oui, c'est etc. sûr. Mais c'est de l'argent qu'on met au travail. C'est des Ouais. emplois derrière. Ça Donc, paye les salaires, c'est sûr. C'est de donc euh, la. Ouais, ça c'est clair. et ça, c'est la meilleure jauge. Et donc, alors, ouais, donc, j'avais intitulé cette interview l'œuf ou les médias et French Tech, l'œuf ou la poule. Est-ce que tu penses qu'au début, tu vois, ça a été une création, pas que médiatique d'ailleurs, mais une création un peu artificielle? Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la réunion de Fleur Pellerin et de ses 15 collègues qui se sont dit, il se passe quelque chose, on va donner un coup de pouce, grosso modo, parce que, mine de rien, la BPI a aussi vachement, enfin, la BPI et de manière générale, les pouvoirs publics ont beaucoup agi pour ça, tu vois, pour le développement de la French Tech. Donc, l'œuf ou la poule, alors, ça a commencé où? Bah, ça a commencé par la volonté de certains entrepreneurs. Il y a malheureusement pas beaucoup de filles au départ, mais certains entrepreneurs de créer leur entreprise, de prendre en main leur destin et de se dire je pourrais être cadre dirigeant, voire patron d'une boîte du CAC 40, et en fait, ça ne m'excite pas. Donc, je vais créer ma boîte et je vais l'amener très loin. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc après, effectivement, le phénomène a pris de l'ampleur parce que nous, médias, on est toujours en quête de nouvelles histoires. Et c'est vrai que un portrait sur PKM tout début des années 2000, c'était plus excitant qu'un portrait sur... enfin, il y avait plus de choses à raconter d'un point de vue journalistique qu'un portrait d'un énième patron de CAC 40, quoi, qui en plus ne parle pas beaucoup. Donc, ça a participé au Ouais. phénomène d'accélération, ça a donné envie, des gens se sont reconnus. J'imagine qu'on se reconnaissait plus à l'époque, on se retrouvait plus dans un PKM que dans un patron de Total, Ouais, quoi. Donc, ça, ouais. ça a amené plus de gens vers l'entrepreneuriat. Donc, mais je pense qu'au tout départ, c'est quand même ça, c'est la volonté de certains pionniers de se dire on reprend notre destin en main. On ne veut pas juste suivre les rails, quoi. Ouais, et puis ça allait complètement aussi dans le sens de l'aspiration moderne des jeunes à moins bosser dans les grands groupes, à changer le monde, entre guillemets. Donc, ouais, c'était une conjonction probablement de tous ces facteurs. Alors, justement, il y a une question qui est assez marrante de Pierre-Emmanuel. Alors, du coup, si l'indicateur des levées de fonds, c'est le gros indicateur, comment tu t'arrives à faire parler de toi si tu te en bootstrapant, c'est-à-dire sans levée de fonds? Eh ben, c'est une super histoire, bootstrapper. Je veux dire, si tu arrives ben non, mais c'est vrai, si tu arrives à monter un certain seuil, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Si tu as un logiciel RH ou autre pour entreprise et qu'en bootstrappant, tu arrives à générer, je sais pas, 500 000 euros de MRR, c'est une super histoire, tu vois, et que tu l'as fait en 3 ans, c'est une histoire dingue. Donc, ça veut dire que tu as tout de suite, en fait, ton produit, il a tout de suite trouvé son marché, il a tout de suite généré des clients, il a tout de suite généré du chiffre. Et la boule de neige a été suffisamment importante, elle a été suffisamment rapide pour ne pas avoir besoin de lever de fonds. Moi, j'adore ces histoires. En vrai, il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très peu. Donc, c'est un super moyen. Il faut se mettre en tête d'avoir franchi un certain cap pour qu'on puisse envisager de s'arrêter dessus. Mais non, c'est une super histoire. Et ça recoupe un peu une autre question qu'on a dans le chat sur comment attirer l'attention d'un journaliste. Bon, c'est évidemment la question que tous les start-upers se posent parce que tu dois en recevoir des centaines tous les jours, des communiqués de presse de start-up. Mais voilà, comment une boîte retient l'attention d'un journaliste pour éventuellement un jour faire parler d'elle? Vaste question. Je pense que je partage ça avec mes collègues d'autres médias, mais voilà, moi, je reçois entre 200 et 300 mails par jour. Mhm. Donc, enfin, clairement envoyer un... Pas Ouais. Comment? Tu ne les lis pas? Je les passe tous en revue, hein, mais c'est Ok. voilà, une capacité à aller très vite dessus. Mais pour répondre à la question directement, il y a plein d'aspects, mais moi je dis toujours le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer de rencontrer les journalistes avant qu'il y ait une actu, en fait.
de trouver un moyen pour aller prendre un café. C'est hyper compliqué parce qu'on a tous des agendas de malades, mais finalement, c'est le meilleur moyen de connaître un entrepreneur ou une entrepreneuse avant qu'il y ait de l'actu. Comme ça, on comprend le modèle, on comprend de quoi il parle, on comprend la trajectoire, etc. Et le jour où il vient nous voir en lui disant j'ai levé des fonds, là je viens de décrocher un super contrat de ma boule. Je te donne l'exemple de Swile qui a décroché le plus gros contrat de titre restaurant avec Carrefour, 60 000 employés, c'est une info de malade. Et ça, quand je l'ai vendu en conf de rédac, ma rédaction en chef était beaucoup plus excitée par ça que par une levée de fonds. Ouais, bah, c'est clair. Pour montrer qu'il y a plein d'angles. Et en fait, je me dis, il y a plein d'angles. Il faut trouver le bon angle d'attaque, en fait. Et comme quand on va trouver, j'imagine, des clients, on se pose la question de savoir, lui, ce client-là, il est stratégique, comment je vais l'aborder? Et ben, c'est de la même manière. Ce média-là, il est stratégique pour moi. Il faut que je trouve la manière de l'aborder. Il faut se renseigner sur le journaliste ou la journaliste, quel sujet lui parle, par exemple. Il faut lui raconter une histoire, quoi. Ouais, il faut lui raconter une histoire. Une histoire qu'il a envie de relayer. Et Exactement. d'ailleurs, ça rejoint la question sur la boîte qui bootstrap. Ça peut être une jolie histoire à raconter aussi si tu la tournes de la bonne manière, etc. Et alors, donc là, il y a beaucoup de médias qui ont lancé des rubriques régulières sur les startups. Il y a des classements de business angels, des classements de startups, des rendez-vous réguliers sur BFM, sur BFM Business. Maintenant, tous les grands médias éco ont leur rendez-vous startup. Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que ça marche bien, ces sujets? Alors, Vue audience, je veux dire. en termes d'audience, ouais, ça marche. Okay. En termes d'audience, ça marche très bien. Les challenges, tu vois, leur classement des BA et leur numéro startup, c'est parmi leurs meilleures ventes, tu vois. Ouais, non, ça ne m'étonne pas. Et chez nous, ça dépend des papiers. Mais là, le Next 40, on l'a sorti lundi. On a été les premiers à le sortir. Ça a fait un carton d'audience. Bon, bah, ça dépend des sujets. Après, c'est vrai que ça dépend du lectorat, mais globalement, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Tu vois, au moment de l'élection présidentielle, on a fait un papier un tout petit peu en amont sur Parler, le réseau social voilà, de droite conservatrice. Et ben, ça a vachement bien marché parce que c'était une clé de compréhension du mouvement qui se passait. Donc voilà, on sent qu'il y a de l'appétence pour ces sujets. Après, c'est sûr qu'un papier sur une levée de fonds à 10 millions, bon, bah, ça fait un peu d'audience, mais c'est pas Ouais. la folie, quoi. Mais quand même, globalement, si tous les médias se mettent sur ce thème-là, c'est que c'est porteur, quoi. Enfin, Ah c'est que ça ouais, c'est intéresse pour les ça. gens, fondamentalement, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et y compris pour ça, c'est un truc qu'il faut qu'on aborde, mais y compris pour les sujets gras de poil. Je veux dire, non, mais c'est hyper important parce qu'on pense, et nous, on a été accusés de ça beaucoup aux échos en interne, vous êtes la rubrique des bonnes nouvelles. Je dis, bah oui, c'est vrai, c'est un écosystème qui emploie plus qu'il il ne détruit d'emplois, il lève des fonds, c'est des jeunes gens plutôt intelligents et bien sous tout rapport. Donc oui, c'est vrai que c'est plus des Ça fait bonnes un peu nouvelles. bisounours, dit comme ça, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais par contre, les mauvaises nouvelles, il y en a et il va y en avoir de plus en plus puisque l'écosystème grossit, il va y avoir des chutes, il va y avoir des… Voilà, l'exemple de Balance ta startup sur Instagram, qui est un compte Instagram où tu as des employés ou des ex-employés qui parlent de leur aventure dans certaines boîtes, c'est que le début du phénomène, ça. Hein. C'est tout début. Et donc, ça va grandir. Et ça, c'est évidemment des sources d'audience pour nous qui sont assez fortes. Ouais. Ouais, ce qui va remplacer les levées de fonds comme sujet de prédilection, ça va être les échecs retentissants ou les scandales, les potins, les potins des startups. Alors justement sur les excès, parce qu'en effet c'est une question qui vient naturellement avec l'explosion des montants levés. Forcément on se dit est-ce que tout ça est sain et viable, etc. Donc toi tu penses qu'il y a des excès de manière générale et qui pourraient un peu péter à la gueule de la French Tech tôt ou tard? Ouais, il y en a des excès. Alors après, moi, j'ai toujours tendance à essayer de pas… On n'est pas un journal sensationnel, donc on essaye de garder un peu de distance par rapport au sujet. Donc pour moi, c'est pas forcément inhérent aux startups. C'est-à-dire que voilà, des comportements
Ouais, bien sûr. déviants, on en trouve dans des entreprises du CAC 40 comme on en trouve dans les startups. Il se trouve qu'il y a beaucoup de lumière qui est mise sur cet écosystème depuis quelques années, donc ça se voit. Et moi, je pense qu'il y a une très, très, très forte responsabilité justement de tous les entrepreneurs et de toutes les entrepreneuses à faire les choses bien parce que vous êtes sous le radar, quoi. Sur le radar. Et en fait, on pardonnera rien. Et on en parlait justement avec Bruno Le Maire et Cédric O en début de semaine. D'ailleurs, je crois que ça c'était du off, donc je ne sais pas si je peux totalement le raconter, mais il y a un vrai enjeu de, comment dire, de bien faire les choses. C'est vraiment la génération dorée. Vous, quand je dis vous, je m'adresse un peu aux gens qui regardent et qui écoutent ça aujourd'hui, mais vous êtes là vraiment la génération dorée, quoi. Là, on va rentrer dans une phase post-Covid qui va ressembler, on l'espère, mais probablement aux années folles qu'ont suivi la Première Guerre mondiale. Donc, de l'argent à gogo, vous êtes sur la tech, c'est là où les gens mettent leur argent. Donc, voilà, il va y avoir de plus en plus d'opportunités d'avoir des mauvais comportements, ou en tout cas des facilités, et ça va être scruté. Et donc, il y aura pas de pardon, quoi. Je veux dire, Ouais. moi, j'ai en tête un papier du Monde sur une boîte qui racontait les déviances euh, enfin, les déviances. On va dire la folie un peu des grandeurs qu'avait pris un entrepreneur qui avait loué 2 jets privés pour emmener tous ses potes en vacances pour fêter ses 30 ou ses 35 ans. Ça passe plus, quoi. Enfin, je veux dire, ça passe plus. Ouais. Oui, surtout dans un écosystème de boîtes qui sont financées en partie par des fonds publics, mine de rien, parce que la C'est BPI, ça, elle dans ta récupère BPI, c'est l'argent de tout le monde, hein. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est un écosystème qui est hyper chouchouté, quoi. Ça, Hyper chouchouté l'année dernière. Enfin, je veux dire, une des toutes premières réactions du gouvernement l'année dernière, au moment du confinement, c'est de dire on va foutre 5 milliards en aide ouais, sur les startups spécifiques. ouais, Ah, moi, je pense comme vous tous, de la famille et tout dans les régions qui n'ont pas forcément, qui ont pas du tout ces trajectoires, qui sont sur des jobs parfois un peu difficiles, sur des secteurs très difficiles. Ils voient ça, mais ils ne comprennent pas, ah quoi. ouais, ouais, non, c'est Ils clair. comprennent pas, ils comprennent pas ce que font les boîtes, ils comprennent pas, ils ont l'impression que c'est que des mecs blancs bien nés vers qui ça se tourne. Ouais, ouais. Et ça explique aussi en partie le backlash qui est en train de naître sur l'écosystème. Donc il Ah faut ouais, faire. parce que c'est sûr que si on se retrouve dans un monde où, je sais pas, tous les secteurs de l'économie traditionnelle sont sinistrés, il y a que la French Tech qui vit bien et qui crame son pognon n'importe comment et qu'il y a des scandales de partout, c'est sûr que c'est pas tenable, quoi. Et donc là, les pouvoirs publics qui auront soutenu la French Tech depuis 10 ans, je comprends qu'ils gueulent, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais, et puis il faut pas oublier, nous on est dedans au quotidien, donc on ne perçoit plus forcément la manière dont c'est vu. Mais moi je reste persuadé, ma théorie c'est qu'en fait la French Tech c'est pas mal assimilé aussi aux GAFA, aux grands groupes tech. Donc Ouais. finalement pour quelqu'un de lambda, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit son âge, et quelle que soit sa profession, s'il est un peu éloigné de tout ça, il se dit à la limite un Amazon et un PFIT, même combat, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un Ouais. raccourci clavier, mais c'est ça qui peut se passer aussi. Ouais. Ah, c'est clair. On a une question de Christian que je connaissais à l'époque où il était entrepreneur. Euh, Est-ce que vous vous intéressez au sujet des startups du continent africain? Ce qui recoupe aussi une autre question sur la German Tech. Est-ce que, est-ce que nos amis allemands ont un équivalent de German Tech à la French Tech? Mais voilà, globalement, est-ce que vous vous intéressez aux startups étrangères ou pour l'instant, les échos, c'est que les startups françaises? Alors, c'est en grande majorité les startups françaises. On a eu la chance d'avoir aussi, au moment où on a créé la rubrique, on a décidé, la rédaction en chef a décidé d'envoyer une correspondante dans la Silicon Valley, qui était vraiment quasiment exclusivement dédiée au sujet tech. Donc les grosses boîtes et les startups. Elle nous a fait des super papiers. D'ailleurs, elle est rentrée là, donc le poste est ouvert entre guillemets, mais euh, donc on s'est tout de suite intéressé quand même à l'origine, à l'endroit où tout ça est né. Et ça nous a permis aussi de prendre un peu de champ par rapport à ce qu'on traitait. Et ça a été super. Et je pense qu'objectivement, on a été l'un des seuls à le faire avec autant de profondeur. Et en parallèle de ça, on a commencé à s'intéresser effectivement à ce qui se passait en Afrique assez tôt. Je crois que notre premier papier sur des boîtes africaines, ça va être M-Pesa, c'est arrivé assez tôt.
Ensuite, il y a eu les premiers fonds d'Orange qui a dédié un fonds à l'Afrique. Donc ça, c'est venu assez tôt. Il y a Partech aussi qui a dédié un fonds. Il y a quelques entrepreneurs qui ont commencé à aller là-bas ou qui ont commencé à émerger là-bas, donc on en a parlé. Et voilà, donc régulièrement, on en parle et on pense que, pour nous, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que le modèle est différent. Si on prend le sujet des fintechs, les pays non bancarisés, en fait, les fintechs elles résolvent un problème tellement immédiat et tellement puissant que le déploiement de ces technos est phénoménal. Et ça, pour nous, c'est super à décrypter. Et après, on s'intéresse aussi en Europe. On a un réseau de correspondants aux Échos. Donc, on en a deux en Allemagne, un à Londres, quasiment dans tous les grands pays européens. Et en fonction des appétences de ces correspondants pour ces sujets, on arrive à en remonter quelques-uns. Donc, en Allemagne, on en a quelques-uns, effectivement. Il n'y a pas de German Tech aussi bien ficelé là-bas. Mais je sais qu'ils y travaillent tous parce que là, c'est pareil. Je crois que c'est France Digital qui m'avait remonté cette info, mais depuis 2 ans, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes de la part de pays étrangers, de représentants de pays étrangers, justement pour savoir comment la France a fait pour structurer cet écosystème, c'était quoi les grandes étapes. Et donc, maintenant, ça devrait commencer à émerger. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, vue d'Europe, la France a vraiment cartonné sur son Ah écosystème. ouais. Enfin, franchement, c'est pas compliqué. Dans le monde, tu as la Silicon Valley, ok. Ouais. Tu as Israël, qui n'a pas brandé sa tech comme ça, mais qui l'a tellement structuré extrêmement bien que ça explique pourquoi quelques gros succès de la tech viennent d'Israël. Et puis tu as Londres, évidemment, parce que historiquement, ils ont été assez bons là-dedans, mais ils ne l'ont jamais vraiment brandé comme ça. Donc vraiment, en termes de branding, il n'y a pas un meilleur exemple que la French Tech, hein. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et c'est vraiment, si on prend les quelques briques essentielles, on va dire il y a les briques structurelles type la volonté de l'État de soutenir cet écosystème. Donc là, c'est le rôle de BPI. Et de dire on va saupoudrer, puisqu'en fait, il n'y a personne qui veut réellement investir massivement là-dedans. Donc nous, on va le faire. Donc ça, c'était le premier élément. Et puis après, il y a l'élément sociétal, à savoir mettre en avant le parcours de ces gens qui portent tous ces projets. Et donc ça, c'est là où nous, on rentre dans le jeu. Et une fois que tout ça, la mayonnaise prend, voilà, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Bon, très bien. Écoute, ça fait 40 minutes qu'on discute déjà. Ça passe vite. Écoute, pour conclure, est-ce que tu... déjà 2 choses. Est-ce que tu as des startups chouchoutes ou des entrepreneurs chouchous sur qui tu voudrais un peu mettre de la lumière, féliciter ou faire passer un message? Je vais faire des ennemis, donc Non, on n'est pas encore au temps de l'explosion des scandales. On est encore dans le temps des non, non, bisounours, non, donc c'est bon, tu vois. non, moi, grosso modo, j'ai pas de chouchou. On a quand même un devoir de réserve, donc j'ai très peu j'ai pas d'amis dans le système. Et je fais attention à ça parce que là où c'est très dur pour nous, journalistiquement parlant, c'est qu'on est on est en contact avec des gens avec qui on a envie d'être potes. Enfin, franchement, tous les jours, je discute avec des entrepreneurs et des entrepreneuses avec qui j'ai envie de boire des coups. Et en fait, je fais très attention à ça parce que sinon, ça biaiserait trop mon travail. Mhm. Une fois que tu as dit ça, c'est vrai qu'il y en a certains et certaines avec qui j'ai plus d'affinité, plus d'appétence, dont ils traitent des sujets pour lesquels j'ai plus d'appétence. Moi, je suis assez sensible globalement à tous les sujets qui traitent de près ou de loin à l'impact climatique, à l'impact sociétal. Je pense que je commence à avoir un petit peu de bouteille voilà, avec mon âge canonique dans l'écosystème. Et je me dis que voilà, on ne pourra pas collectivement s'en sortir durablement si tous ces jolis cerveaux bien faits ne s'attaquent pas à des problèmes structurels fondamentaux pour qu'on s'en sorte collectivement, encore une fois. Donc voilà, quand je parle je vais en citer une quand même parce qu'en plus, on n'est pas proche du tout, donc je peux le faire assez facilement. Mais Julie Chapon de Yuka, je trouve que c'est assez fou ce qu'elle fait parce que donc Yuka, l'application que j'imagine que vous connaissez tous, mais
elle est face à une industrie, et en plus, j'ai bossé dans cette industrie. Avant les Échos, j'étais chez LSA. LSA, c'est un peu l'hebdo-référence sur la grande conso, la grande distribution. Vous êtes face à une industrie qui a un pouvoir et une puissance phénoménale. Et ils ont abusé de ce pouvoir pour imposer certains mauvais comportements environnementaux, voire parfois sociétaux. Moi, j'étais chez LSA quand il y a eu le scandale de la viande du cheval. Voilà, par exemple. Bon, elle et sa petite équipe, ils se sont dit, c'est pas grave, on va y aller, on va faire bouger les lignes dans ce secteur-là. Et quand 2-3 ans après sa naissance, il y a Intermarché qui dit, nous, on va changer la composition de 70 références, ou c'est peut-être 50, je ne sais plus combien, de nos produits parce qu'on sait qu'on n'a pas bien fait les choses. Je me dis, voilà, là vraiment, ça sert à quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire hallucinante, Yuka. Ok, très clair. Tu mets quand même la pression à la French Tech, dis donc, on a la responsabilité de changer le monde, en fait. Plutôt que de dire, c'est marrant parce qu'il y a 5 ans, un mec sur 2 que je rencontrais me disait, ouais, moi je fais ça parce que j'ai envie de changer le monde. Tu fais quoi? Je fais un logiciel RH pour les entreprises. Ok, c'est cool, hein, fine, mais en fait, à l'intérieur de l'entreprise, du coup, ils vont se sentir mieux, etc. Ouais. Donc un client heureux, c'est toujours ça de gagner. c'est ça, ouais. Mais en fait, non, si on part tous du constat que ce monde pourrait aller bien mieux, je me dis que, encore une fois, les bons cerveaux devraient être utilisés de la bonne manière. Bon, ok, très bien. Voilà. Bon, écoute Guillaume, merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Écoute, j'espère que l'exercice t'a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Donc, cette interview sera disponible en replay très vite, dès aujourd'hui, je pense. Voilà. Merci à toi, Guillaume. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt. On se retrouve bientôt. Salut. Salut.